Je suis enceinte! Donc mon chéri tous les soirs me faisait les piqûres dans le ventre, des sauts d'humeur et dans la majorité des cas ça provoquait des dépressions. Et donc j'ai perdu mon contrat principal. Alors là il va falloir que je vous hospitalise en urgence. Vous allez monter tout de suite dans une chambre. Et je me suis dit mais ok qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer en fait, je sais plus, je suis pas folle, je vais vraiment mourir. Il y a rien à l'heure actuelle qui peut me combler de bonheur plus que ça, vraiment, il y a rien de plus beau. Il a fallu que je démarre cette vidéo YouTube, que je fasse mon retour alors que je n'ai rien publié depuis 3 mois pour qu'il se passe un truc en bas de chez moi. Je sais pas du tout ce qui se passe, il y a visiblement un camion, enfin je sais pas, en tout cas il y a beaucoup de bruit. Je sais pas du tout ce que c'est parce que habituellement il n'y a pas ça, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais bref, quoi qu'il en soit, vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureuse de faire cette vidéo enfin, pour 2 raisons. La première c'est parce que ça fait vraiment très longtemps vraiment que j'attends de pouvoir faire cette vidéo, que j'attends de pouvoir faire une vidéo de ce type, ça fait tellement longtemps et j'espérais vraiment pouvoir la faire parce que rien n'était plus sûr. Et la deuxième raison c'est tout simplement parce que je n'ai rien publié sur YouTube, TikTok, Instagram, sur toutes mes plateformes. Je n'ai rien sorti depuis mi-décembre 2024 et nous sommes donc fin mars 2025. Au moment où je tourne cette vidéo nous sommes le 25 mars 2025 et cette vidéo sortira le 6 avril, donc ça fait vraiment... En fait j'ai rien publié du tout de tout le premier trimestre de 2025 alors que j'avais prévu vraiment plein de choses. J'étais sur une très bonne lancée mais la vie en a décidé autrement et pour le meilleur. Du coup je vais pas passer par 4 chemins parce que vous l'avez déjà vu dans le titre de toute façon, mais je suis enceinte. Il y a rien à l'heure actuelle qui peut me combler de bonheur plus que ça, vraiment. Malgré une situation un peu compliquée, un parcours extrêmement difficile, que je vais vous raconter bien sûr, il n'y a rien aujourd'hui qui peut me combler de bonheur plus que ça. Je suis enceinte, enfin. J'ai pris évidemment mes petites notes sur mon iPad parce que j'ai vraiment plein de choses à vous raconter, à vous expliquer, à vous partager et du coup j'ai pas envie d'oublier tout ce que j'ai à vous dire et j'avais besoin aussi de structurer un petit peu cette vidéo. Donc cette vidéo elle va se dérouler en 3 parties. Insupportable ce bruit derrière, j'espère que ça va pas durer très longtemps et j'espère que ça va pas trop vous gêner, je suis sincèrement désolée. Donc du coup j'étais en train de vous dire que cette vidéo elle va se composer en 3 parties. Donc la première partie je vais vous parler du coup de mon parcours parce que du coup vous ne le savez pas, personne ne l'a su pendant 2 ans et demi, mais mon chéri et moi on a dû faire un parcours PMA. Donc je vais évidemment vous raconter notre parcours parce que je me dis que ça peut vraiment servir que si actuellement vous êtes en projet bébé et que vous avez des craintes ou que vous êtes déjà en parcours PMA, je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que c'est extrêmement difficile à vivre. Donc j'avais vraiment envie de partager notre histoire pour pouvoir un petit peu aider les personnes qui sont concernées par des difficultés en fait de procréation du coup et qui doivent passer par un parcours PMA. C'est hyper important pour moi de pouvoir en parler, de pouvoir redonner un petit peu d'espoir aussi aux personnes qui sont dans ce parcours et aussi que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Si jamais vous n'êtes pas du tout là-dedans mais que vous avez envie d'en savoir plus sur ce que c'est un parcours PMA parce que vous vous projetez peut-être ou vous savez déjà que pour vous ce sera pas facile, enfin voilà. Je veux vraiment que cette vidéo elle puisse vous aider d'une certaine manière, vous rappeler qu'en fait vous n'êtes pas seul, qu'on est de plus en plus nombreux malheureusement aujourd'hui à passer par là. Nous quand on a commencé à en parler avec mon chéri autour de nous, à annoncer ma grossesse, c'est là qu'on a appris en fait qu'il y a plein de personnes qui sont touchées par ces problèmes en fait. Je peux même pas dire ce problème parce qu'il y a plein de choses, il y a une multitude de cas différents, c'est absolument incroyable entre guillemets. Donc voilà, je veux simplement que cette vidéo puisse aider vous directement ou alors que ça vous aide à mieux comprendre si vous avez des proches qui sont touchés par la PMA, qui sont en plein parcours PMA, que vous puissiez comprendre un petit peu comment vous pouvez les aider, comment on se positionne, comment mon chéri et moi on a vécu ça. Alors évidemment je vais vous parler du coup principalement de mon expérience et de celle de mon chéri. Tout le monde ne vit pas les choses de la même façon. Par exemple lui et moi on a décidé de ne rien dire du tout à personne pendant du coup tout le long de notre parcours. Il y a des personnes qui vont au contraire auront besoin d'être entourées. Nous ça a été notre choix mais voilà, il y a quelques petites choses que j'ai envie de partager donc pour les personnes qui soit sont directement intéressées, soit pour les personnes qui connaissent un couple qui est en projet bébé ou en PMA et qui voudrait les soutenir d'une certaine façon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Donc ça c'est pour la première partie, vous parler un petit peu du parcours. Je voulais aussi vous partager un petit peu voilà le déroulé de ma grossesse jusqu'ici. Et le troisième point, ça va être tout ce qui va toucher donc la suite, mon avenir en fait et concrètement comment est-ce que je vois la suite de mes réseaux sociaux, la suite de mon business, mon avenir professionnel en fait parce que vous allez voir qu'aujourd'hui c'est clairement pas tout beau tout rose, hein. J'essaie de faire un petit décor un peu tout rose mais ce n'est clairement pas à l'image
de ma vie actuelle, hormis ma grossesse. Si, quand même. Genre, même s'il y a des trucs qui sont compliqués et stressants, je suis enceinte et je peux vous jurer qu'après le parcours qu'on a eu, il n'y a rien de plus beau. Genre, même si à côté il y a des petits désagréments, il n'y a rien de plus beau. Et comme aujourd'hui, j'ai aussi publié du coup une vidéo sur TikTok pour annoncer ma grossesse et sur Instagram également. Si jamais vous arrivez de ces plateformes et que vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, enchantée. Moi c'est Mélina, j'ai 25 ans et en fait depuis quelques années maintenant j'ai ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, j'ai mon compte TikTok, bref je crée du contenu sur plusieurs plateformes, j'ai aussi mon podcast, je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos et du coup je crée du contenu jusqu'ici autour de l'entrepreneuriat et aussi beaucoup sur le lifestyle, le mode de vie, le bien-être, comment s'épanouir, etc. Je donne vraiment plusieurs tips pour ça, pour vous aider à vous épanouir, à prendre confiance en vous et du coup il y aura un petit plus maintenant dans mes contenus, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, sur mon compte TikTok, sur mon compte Instagram. Il y a aussi ma newsletter que vous pourrez rejoindre, il y a aussi mon podcast qui reprendra peut-être prochainement. En attendant il y a d'autres épisodes qui sont dispo si vous voulez aller les écouter, donc n'hésitez pas, enchantée et bienvenue. Et maintenant du coup, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif de la vidéo parce qu'à mon avis vous êtes très curieuse de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'entends par parcours PMA. Je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer un petit peu, vous raconter notre parcours du combattant pour avoir ce bébé. Alors déjà cette histoire elle commence en août 2022, donc en août 2022 moi je termine mes études. À l'époque du coup donc j'avais fini ma licence de psycho, ma licence de communication et web marketing, donc du coup je commençais un emploi, je rentrais dans la vie active, en même temps je lançais mon entreprise, donc avec mon chéri on s'est dit que c'était enfin le moment pour nous de lancer nos essais bébés, de fonder notre famille, sachant que ça faisait des années qu'on attendait. On attendait vraiment d'avoir une situation stable, d'être assez mature nous-mêmes, enfin d'un point de vue perso mais d'un point de vue de notre couple aussi, et on attendait évidemment que j'ai la situation parce que mon chéri lui avait déjà un CDI, il était déjà installé etc, mais moi voilà j'étais encore dans les études, donc on attendait vraiment d'avoir toutes les conditions réunies en fait pour du coup fonder notre famille, ce qui était le cas du coup en août 2022. Donc on commence à parler de nos essais bébés, donc on commence à aborder le sujet, on se met d'accord sur le fait que j'arrête la pilule dès août 2022 parce que du coup moi je me suis dit je sais qu'il va falloir un certain temps à mon corps pour se remettre de ces 10 années à prendre la pilule presque en continu, même si j'avais arrêté de la prendre pendant un an, genre 2-3 ans auparavant. Mais voilà, je savais qu'il allait falloir un petit temps à mon corps pour se remettre et pour trouver son rythme naturel en fait. Donc on s'est dit, en août j'arrête de prendre la pilule, on fait attention quand même quelques mois, le temps qu'on soit vraiment prêt, au moins ça laisse le temps à mon corps de se remettre, on fait attention comme ça n'arrive pas tout de suite non plus et on attend vraiment que tout soit bien installé, qu'on ait bien notre quotidien, notre petit train-train etc de cette nouvelle vie du coup. Et ensuite dans quelques mois du coup on commence les essais bébés directement et donc on a commencé vraiment nos essais en octobre 2022 et à partir de là jusqu'au mois de février à peu près, alors faut savoir que j'étais extrêmement stressée depuis que je suis très jeune. Ma phobie c'était justement de passer par un parcours PMA, c'est ça qui est fou, c'est que j'avais extrêmement peur de ça depuis très jeune. Je sais pas pourquoi ça me travaillait énormément. Et donc du coup quand on a commencé nos essais bébés, je me suis confrontée en fait, j'ai commencé du moins à être confrontée à ma plus grande peur qui était du coup de ne pas pouvoir avoir d'enfant ou de ne pas pouvoir en avoir naturellement. Et donc du coup ça a été extrêmement compliqué, donc vraiment d'octobre 2022 jusqu'à février 2023 du coup à peu près. J'ai énormément été chez le médecin, je crois que j'y allais minimum une fois par mois pour lui parler de mon stress, de mes inquiétudes et du fait que j'avais le sentiment vraiment que quelque chose n'allait pas et que pour nous, mon chéri et moi, ça allait être plus compliqué. Et je lui ai demandé je ne sais combien de fois à mon médecin traitant du coup de nous fournir les examens pour qu'on puisse déterminer quel était le problème, parce que dans ma tête j'étais déjà convaincue, mais vraiment convaincue qu'il y avait un problème alors qu'on venait de commencer nos essais bébés. C'est-à-dire que au tout début j'y suis allée parce que je stressais, mais au bout de 3 mois d'essai quand j'ai vu que ça prenait pas, j'ai angoissé comme une malade et je ne faisais que lui réclamer du coup des tests qu'elle n'a pas voulu me donner du coup parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que si vous êtes en essai bébé actuellement et que vous vous posez la question, vous êtes un peu angoissé à ce sujet, il faut savoir que les médecins quand on est jeune en tout cas, donc je crois qu'à partir de 40 ans c'est plus trop comme ça, mais en tout cas de nos 20 ans à nos 40 ans on va dire, ils se pressent pas du tout pour nous prescrire le bilan de fertilité, ils attendent que ça fasse 1 an d'essai. Si ça fait pas 1 an, ils vous disent simplement non c'est tout à fait normal, en général les couples mettent 7 mois à avoir un enfant parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait en réalité on a seulement 15% de chance de tomber enceinte au cours d'un cycle. Donc voilà, ça peut prendre beaucoup de temps, de plus en plus je pense avec
avec voilà, les modes de vie qu'on a. C'est pour ça qu'on est de plus en plus confronté à des problèmes de fertilité, donc à des parcours PMA. Mais du coup voilà, donc le médecin, mon médecin pas du tout inquiète, elle me disait des trucs genre non mais arrête, c'est dans ta tête, il faut que t'arrêtes d'y penser, arrête de calculer, parce que du coup je calculais tout, je faisais des tests d'ovulation, vraiment j'ai fait toutes les méthodes je crois qui existent, je me suis énormément renseignée. Évidemment il y avait rien, donc elle me disait de lâcher l'affaire, parce qu'en fait chez certaines femmes, chez certains couples c'est possible que le psychique apparemment empêche du coup la procréation de se faire. On stresse tellement que du coup on bloque nous-mêmes le processus. Donc elle me conseillait de vraiment ne plus y penser, de lâcher l'affaire, voilà, que c'était dans ma tête, et elle m'a même dit, et ça m'a marqué et je lui en ai voulu, elle m'a même dit arrête d'y penser, c'est dans ta tête, tu l'auras en 2023 ton bébé. Elle m'a dit ça en décembre 2022. Je suis tombée enceinte en décembre 2024. Donc elle s'est totalement plantée et j'avais totalement raison. J'aurais aimé qu'elle m'écoute plus. Et ça, vous allez voir, c'est un truc hyper récurrent dans le parcours PMA, ou en fait dans la médecine en général, quand on est confronté aux médecins en général, je trouve que on n'est pas du tout pris au sérieux, on n'est pas du tout écouté, et c'est hyper frustrant. Vraiment, c'est extrêmement frustrant. Donc à chaque fois, je ressortais de chez le médecin en étant hyper mal, en étant hyper déçue, et toujours autant stressée en fait, parce qu'à part me dire c'est dans ta tête, ça va venir, moi je sentais que non, ça n'allait pas venir comme ça, je sentais que c'était pas dans ma tête, je sentais qu'il y avait vraiment un problème, donc franchement j'étais saoulée à chaque fois que je sortais du cabinet de mon médecin traitant, parce que bah voilà, elle m'aidait pas du tout. Mais donc du coup, ce qui finit par se passer, c'est que en mai 2023, on a eu l'anniversaire de mon beau-père. Donc là, ça faisait je crois 8 mois qu'on était en essai. Et en fait, ce soir-là, ma belle-mère me parle de du coup ma belle-sœur qui avait accouché 3 mois auparavant, et donc on parle beaucoup de ça, de grossesse, de bébé. Et ce soir-là, donc elle me dit que dans sa famille, elles sont toutes tombées enceintes comme ça. Et là, je me suis effondrée. Et bah du coup, elle s'est inquiétée en fait en me voyant pleurer. Donc elle m'a tiré les verres du nez pendant 20 minutes avant que je lui lâche le morceau. Et de là, je lui ai expliqué qu'en fait, ça faisait 8 mois qu'on était en essai bébé, et que du coup, je le vivais hyper mal parce que j'étais sûre qu'il y avait un problème. Donc au début, elle a rigolé parce que en fait, elle était trop contente tout simplement de savoir qu'on y pensait, qu'on était en essai. Et elle s'est juste dit ah non mais t'inquiète pas, ça va venir. Elle s'est pas inquiétée plus que ça en fait. Donc bon, du coup, le fait d'avoir lâché ça, je sais pas pourquoi. En fait, je pense le fait de m'être mis dans cet état et de ne même pas avoir pu continuer à cacher ça à ma famille du coup, et d'avoir craqué comme ça m'a vraiment convaincue que là j'en pouvais plus. Donc bref, tout simplement en fait, cette discussion avec ma belle-mère m'a vraiment poussée à me dire, donc c'est la seule personne avec qui on en a parlé en 2 ans et demi, c'est la seule qui était au courant jusqu'à un moment précis cet été, je vais vous expliquer, mais bref. Cette discussion avec ma belle-mère m'a vraiment poussée du coup à insister auprès des médecins pour avoir du coup ces bilans de fertilité qui nous soient prescrits à mon chéri et moi. Et donc du coup, au cours du rendez-vous annuel avec ma gynéco que j'avais genre 2 semaines après, j'avais un rendez-vous tous les ans où je devais faire un frottis, parce que du coup j'ai eu, ça j'en ai jamais parlé, mais je pourrais en faire une vidéo parce que pareil c'est un sujet qui touche énormément de femmes, qui est extrêmement stressant et dont on parle très peu. Mais en 2022, non, si, en 2021 ou 2022, je sais plus, j'ai été diagnostiquée avec un papillomavirus. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse, parce que c'est... moi je l'avais très très mal vécu, et je me sentais pas bien, alors que en fait c'est quelque chose de malheureusement très très courant. Et voilà, c'est pour ça que c'est hyper important d'aller faire des contrôles réguliers chez la gynéco. Donc moi par chance ça a été détecté très tôt, et justement avec ce frottis que j'ai fait du coup en 2023, au moment de cette fameuse consultation avec la gynéco, le frottis s'est révélé en gros négatif, il n'y avait plus de papillomavirus, il est parti tout seul. Donc vous voyez, si jamais vous êtes confronté à ça, sachez que ça peut partir tout seul, et en général c'est ce qui se passe dans la grande majorité des cas si c'est pas découvert trop tard. Donc du coup, à ce fameux rendez-vous gynéco, je lui fais part de mes inquiétudes, et je vous avoue, je gonfle un peu les chiffres. C'est-à-dire que là ça faisait 8-9 mois qu'on était en essai, je lui ai dit que ça faisait 1 an, parce que j'avais plus du tout envie d'attendre. Je lui ai dit que ça faisait 1 an, je lui ai montré que j'étais vraiment totalement paniquée, que j'étais sûre de moi sur le fait qu'il y avait un problème, parce que j'avais vraiment tout essayé. Et de là du coup, bah elle nous a enfin, elle a accepté, donc là c'est ma gynéco, pas mon médecin traitant, mais elle a effectivement accepté de nous prescrire les fameux bilans de fertilité, donc pour monsieur et pour moi. Et donc de là, en juillet je crois 2023, du coup on a commencé les tests. Ça prend du temps hein, parce qu'il y a des délais évidemment entre les différents rendez-vous, c'est très très long, et ça c'est vraiment tout le truc du parcours PMA. Les délais entre chaque rendez-vous et les rendez-vous qui sont extrêmement nombreux, c'est ce qui fait que bah il se passe 2 ans et demi avant qu'il se passe réellement quelque chose en fait. Et donc du coup on fait les fameux bilans de fertilité, mon chéri et moi. Donc de mon côté je fais une prise de sang et une échographie. Il y a certaines gynécos qui prescrivent aussi un examen supplémentaire, je sais plus exactement comment ça se passe, mais en fait on vient voir l'état de vos trompes, en fait on vous ingère je crois un espèce de colorant, et on vient voir à l'image l'état de vos trompes, est-ce qu'elles sont bouchées ou pas. Moi c'est vrai que j'ai pas eu ce truc là, mais en tout cas à l'écho il y avait aucun problème, sur la prise de sang non plus. Donc moi on me met de côté, on s'intéresse à mon chéri qui doit du coup passer un spermogramme. Donc quand on fait un bilan de fertilité pour l'homme, c'est le seul examen qu'on lui prescrit, c'est un spermogramme. Si c'est bon, bah on laisse l'homme tranquille, et si c'est pas bon, et bah on continue les recherches de son côté. Je fais une
petite apparition rapide pendant le montage vidéo. Après réflexion et après discussion avec mon chéri, on a décidé de ne pas parler tout de suite, en tout cas de ne pas mettre tout de suite dans cette vidéo les raisons qui nous ont conduit à ce parcours PMA, pourquoi ce parcours PMA, enfin en fait quelle est la problématique. On a décidé de pas en parler tout de suite. Donc j'ai volontairement skippé toute une partie, donc plusieurs mois de notre parcours, qui est très long, hein. Pourtant il s'était passé vraiment du coup beaucoup de choses, d'événements un peu marquants quand même dans cette période-là. Mais voilà, j'ai skippé volontairement. C'est fort possible que j'en parle plus tard dans une autre vidéo ou en live sur TikTok par exemple, enfin à voir. Mais voilà, pour l'instant on souhaitait un peu garder ça pour nous. Donc j'espère que vous comprendrez, que vous respecterez ça. En plus de toute façon, c'est un cas extrêmement rare qui ne touche qu'à 1% de la population mondiale, genre. Donc il y a très peu de chances, c'est très peu probable que vous soyez confrontés à cette problématique. Donc voilà, je suis pas à l'abri d'en parler plus tard, de vous en dire plus tard. Mais en tout cas, du coup, pour ce qui concerne cette vidéo, je n'en parlerai pas plus. Et donc, on arrive là, mi-juin je crois, mi-juin 2024, donc cet été, et donc je commence mon traitement de stimulation ovarienne, et ce traitement vise à stimuler les ovaires, c'est pour ça qu'on appelle ça une stimulation ovarienne, pour faire bien charbonner les ovaires, pour qu'ils produisent un maximum d'ovocytes, qu'on va ensuite retirer pour faire un maximum d'embryons, pour être tranquille, voilà. Donc du coup je fais ce traitement, donc tous les soirs, donc il y a une première fois un infirmier qui vient et qui me pique, pour faire une première piqûre qui était différente des autres. Ensuite du coup j'étais sous décapeptyl, je crois, du coup pendant 3 semaines. Donc mon chéri tous les soirs me faisait les piqûres dans le ventre parce que moi je n'arrivais pas à le faire toute seule. Chapeau aux femmes qui arrivent à se piquer elles-mêmes, franchement moi je peux pas. Et mon chéri était entre guillemets content de le faire, c'était aussi pour lui sa façon de participer et de compatir entre guillemets à ma douleur. Donc du coup voilà, me voilà 3 semaines sous décapeptyl, enfin 3 semaines voilà avec ma stimulation ovarienne, à me faire piquer tous les soirs à 18h. C'est pas le truc le plus sympa, le plus marrant, je vous avoue, parce que du coup tous les soirs des gens se fait piquer. Si vous aimez pas les piqûres, c'est dommage, faut vraiment faire un travail sur soi. Moi je suis pas ultra fan, hein, c'est pour ça que c'est mon chéri qui le faisait. Mais en plus de ça, donc non seulement ça fait des bleus, hein, donc j'avais des bleus sur tout le bas du ventre, et en plus de ça j'avais des bleus aussi sur les bras, parce que du coup tous les 2 jours je devais me rendre à l'hôpital pour pouvoir vérifier en fait que mes taux sanguins en termes d'hormones augmentaient bien, de FSH, LH, etc. et que du coup la stimulation fonctionnait. Et il fallait aussi du coup que je fasse une échographie tous les 2 jours, donc tous les 2 jours je faisais échographie et prise de sang pour vérifier que la stimulation fonctionnait bien, où est-ce qu'on en était, parce que du coup à partir du moment où en gros mes taux hormonaux sont suffisamment bons et où j'ai suffisamment d'ovocytes et qui sont suffisamment arrivés à maturation, eh bien on prévoit 48 heures après la ponction. On n'est pas au courant avant, c'est vraiment là ok c'est bon, 48 heures on fait la ponction, voilà c'est comme ça que ça se passe. Donc du coup pendant 3 semaines, pendant 2 jours, tous les 2 jours, tous les matins, je devais aller à l'hôpital. Et c'est d'ailleurs aussi en partie ça et la dépression que j'ai faite du coup à cause de la situation de manière générale, mais aussi à cause de ce traitement qui était vraiment extrêmement lourd, hein. L'infirmier m'avait prévenu, il m'avait dit que ça pouvait provoquer des sautes d'humeur et que dans la majorité des cas ça provoquait des dépressions. Sur le coup j'y ai pas trop cru, mais malheureusement j'y ai vraiment été confrontée. Et donc cette dépression et le fait que tous les 2 jours, le matin particulièrement, je devais aller à l'hôpital, donc j'étais pas dispo en fait pour mes clients, et donc j'ai perdu mon contrat principal. J'ai perdu ce contrat parce que du coup je pouvais plus du tout répondre aux besoins de ma cliente. Je me doutais que ce jour allait arriver à un moment, je savais très bien que ce contrat je pourrais pas l'emmener hyper loin étant donné ma situation personnelle, mais franchement ça m'a fait mal, ça m'a vraiment fait mal de perdre ce contrat. Globalement ça se passait bien, même si sur la fin effectivement j'étais plus très bien mentalement et j'étais extrêmement fatiguée parce que c'est extrêmement fatigant. Ces traitements, je vous jure, ça vous... Enfin moi en tout cas ça m'a mis KO, et je sais que pour en avoir parlé avec d'autres personnes c'est vraiment fatigant. Et en plus de ça c'est tellement lourd et ça agit tellement sur vos hormones que vraiment la dépression... Bref, donc malheureusement, depuis le mois d'août, je suis au chômage. Voilà, j'ai pas repris de contrat, j'ai aussi arrêté mon autre contrat parce qu'en fait à ce moment-là j'étais tellement mal de toute façon que je me suis dit foutu pour foutu, quitte à être dans la merde, autant tout envoyer chier, voilà. Donc voilà, j'ai arrêté toute mon activité de CM en freelance et je me suis totalement retrouvée au chômage. Donc ça a été vraiment un coup dur supplémentaire. Mais bref, donc entre temps, avant que je perde officiellement ce contrat, enfin genre mon contrat du coup s'arrêtait officiellement fin juillet. Donc du coup nous voilà le 18 juillet 2024, le jour de ma ponction ovarienne. Et donc en fait à ce moment-là, je le savais déjà, mais je voulais faire abstraction pour pas trop m'inquiéter. Et puis en plus j'avais pas du tout conscience de ce qui au final allait m'attendre. Mais je faisais déjà une hyperstimulation ovarienne. Une hyperstimulation ovarienne, ça arrive assez fréquemment dans ce genre de cas. Et en fait c'est quand le corps surréagit un petit peu face au traitement, parce qu'encore une fois les traitements sont très violents, donc c'est pour ça que ça arrive beaucoup. Quand le corps surréagit au traitement et va produire un peu trop travaillé. Et du coup ça va vous produire
produire ce qu'on appelle de l'acide. Donc en gros, pour vous expliquer brièvement, c'est les organes qui vont en réaction à cette surproduction, à ce sureffort, produire de l'acide en fait. Donc c'est de l'eau. En général, c'est ce qui va se passer quand une personne va faire une jaunisse par exemple. Et on ne le savait pas, mais ça arrive aussi du coup dans le cadre d'une hyperstimulation ovarienne. Donc bref, je fais, c'est pour vous expliquer brièvement, mais je vais vous expliquer un peu plus. Je fais mon opération le 18 juillet 2024. On me dit bien justement du coup qu'il ne faut pas faire d'efforts du tout pendant 48 heures et qu'au-delà de 48 heures, je pourrais reprendre ma vie normale et que je ne dois pas boire plus d'une gorgée toutes les 15 minutes parce que sinon je risque de faire une hyperstimulation ovarienne, ce qui était déjà mon cas du coup avant même l'opération, parce que du coup, bref, il faut éviter d'apporter plus d'eau au corps alors que les organes, du coup notamment les organes reproducteurs dans ce cas-là, vont en produire déjà en grande quantité. Donc faut éviter d'apporter plus d'eau au moulin, on va dire. Et donc je sors de l'hôpital, déjà très péniblement, très douloureux. Je suis vraiment pas bien déjà à la sortie de l'hôpital, mais bon, je me dis que c'est normal, parce qu'on m'a dit que ce serait certainement douloureux, qu'il me faudrait certainement 48 heures pour me remettre, mais au-delà de 48 heures ce serait bon. Donc j'attends et les 48 heures passent et en fait mon état se dégrade complètement. J'en suis à un point où chaque cellule de mon corps est extrêmement douloureuse. Il n'y a qu'une seule position dans laquelle je suis bien sur toutes les positions qui existent, voilà, debout, assise, sur le ventre, sur le dos, sur le côté. Il n'y a qu'une seule position dans laquelle je peux supporter, vraiment supporter, c'est le mot, ma vie, mon corps, c'est d'être allongée sur le côté gauche. Donc pendant une semaine après l'opération, je suis restée allongée sur mon côté gauche non-stop. Les seuls moments où je me levais, c'était pour aller aux toilettes. Ça m'était très pénible, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais plus tenir debout, je ne pouvais plus manger, je vomissais constamment. J'avais du mal à parler, je sentais qu'ici, oppressée en fait, je sentais vraiment comme si on m'appuyait ici. Donc c'était vraiment douloureux, donc au bout de 48 heures avec mon chéri, on constate que mon état ne s'est pas du tout amélioré, que je suis incapable de reprendre ma vie et qu'en fait là il y a un problème. Donc on décide d'appeler les urgences, voilà le numéro d'urgence qu'on nous a donné justement en cas de problème après l'opération. C'était un dimanche soir, on tombe du coup sur une gynécologue de garde, pas aimable du tout, c'est-à-dire que moi je ne pouvais pas parler, donc c'est mon chéri qui gère l'appel, qui explique tous mes symptômes à cette gynécologue et en fait la seule chose qu'elle nous dit, et je vous jure j'en veux énormément à cette femme, la seule chose qu'elle nous dit en fait c'est que, enfin en premier lieu elle nous dit qu'en fait c'est normal, que après une opération comme celle-ci c'est tout à fait normal d'avoir ça comme symptômes. C'est faux. Dans les symptômes que j'avais il n'y avait absolument rien de normal, c'est à dire que même pour une hyperstimulation classique mes symptômes n'étaient pas du tout normaux. Donc voilà, elle nous fait comprendre que c'est rien du tout et elle nous dit que la seule chose qu'elle peut faire c'est de nous conseiller de prendre de l'ibuprofène. On n'avait pas d'ibuprofène chez nous et donc de là elle nous a pété un scandale parce que on n'avait pas d'ibuprofène chez nous. Elle nous a carrément dit qu'on ferait de mauvais parents parce qu'on n'avait pas d'ibuprofène chez nous. Moi j'étais en train de crever sur mon canapé, j'en pouvais plus. Elle insiste auprès de mon chéri pour me parler alors que mon chéri lui dit bien que je suis pas du tout en état de parler, que ça me demande trop d'efforts, que c'est trop douloureux pour moi, je ne peux pas. Et pour autant elle insiste, donc je finis par regarder mon chéri, je lui fais un signe de la tête, je repasse-moi le téléphone, je parle tant bien que mal comme je peux, enfin je la laisse surtout déblatérer son truc parce que tout ce qu'elle voulait c'était me refaire la morale parce qu'on n'avait pas d'ibuprofène. Et au final je finis par lui dire écoutez vous savez quoi, tout va bien, et je raccroche parce que franchement je n'en pouvais plus. Donc j'en veux énormément à cette femme qui ne m'a pas du tout écoutée, qui ne m'a pas du tout pris au sérieux et qui en plus de ça au lieu de nous aider n'a fait que nous enfoncer, nous dire des trucs vraiment mais pas cool en fait. Genre à quelle heure tu dis à un couple qui galère à faire un enfant, à quel moment tu lui dis vous ferez de mauvais parents parce que vous n'avez pas d'ibuprofène chez vous, enfin ça m'exaspère, je vous promets ça m'exaspère. Et quand je vois l'état dans lequel j'ai fini après, je suis en colère et j'aurais vraiment aimé avoir le nom de cette femme pour lui parler et pour lui faire comprendre en fait l'erreur qu'elle a faite et que si au pire elle n'aime plus son métier, qu'elle n'aime pas l'humain, qu'elle change de métier, je sais pas. Bref, je suis vraiment en colère. Et si je suis autant en colère c'est parce qu'elle nous a pas du tout aidé, parce qu'elle nous a pas du tout écouté, que c'était pas la première fois que je vivais ça du coup dans ce parcours. Donc vraiment j'en avais marre. Là en plus j'étais dans un état absolument catastrophique. Je vais essayer de vous mettre des images, mais je pense que même avec les images on peut pas se rendre compte. Donc les jours passent, mon ventre continue de grossir parce que du coup vu que mon corps produit de l'eau en quantité énorme, mon ventre grossit, donc je me retrouve avec un ventre extrêmement douloureux, extrêmement tendu, extrêmement gros, bien plus gros que ce que j'ai aujourd'hui là à 4 mois de grossesse. C'est à dire qu'à l'époque je me rendais pas compte, je le disais en rigolant parce que j'essayais de dédramatiser, oh putain on dirait que j'ai le ventre d'une femme enceinte de 4 mois. Je suis dans mon 4e mois, mon ventre n'est pas aussi gros que ça et c'était que de l'eau, voilà. Et j'étais clairement en train de dépérir tous les jours. Mon corps était de plus en plus douloureux, chaque jour je perdais une de mes fonctions en fait, marcher,
marcher, parler, manger, boire, toutes mes facultés, tout ce qui normalement est normal, inné, je n'y arrivais plus, tout était douloureux. Et donc un jour j'en peux vraiment plus. Je sors des toilettes, je venais de vomir, je reviens à côté de mon chéri. Donc là je me mets par terre pour revomir dans la bassine alors que je sortais des toilettes et je dis à mon chéri il va falloir qu'on aille à l'hôpital. Donc de la branle-bas de combat, il prépare mes affaires, moi je veux juste aller dans la salle de bain pour faire une toilette de chat, vraiment une toilette de chat parce que ça faisait une semaine que j'avais pas pris ma douche. Voilà. Je voulais pas arriver et puer la mort à l'hôpital, donc je voulais au moins pouvoir me brosser les dents, faire une petite toilette avec une lingette et me brosser les dents et mettre un coup de déo. C'est au moins je voulais faire vraiment le strict minimum, mes cheveux étaient gras comme pas possible, bref. Et du coup je vais jusqu'à la salle de bain, il y a pas, je sais pas, il y a peut-être 10 pas, j'abuse, peut-être 15, je sais pas, il y a vraiment très peu de distance entre mon canapé et ma salle de bain et pour autant quand je suis arrivée dans la salle de bain je suis arrivée à bout de mes forces et donc je me suis simplement écroulée par terre. Et donc là du coup je me rends bien compte que je ne vais pas du tout être en capacité de descendre 3 étages parce qu'on n'a pas d'ascenseur, de descendre 3 étages et de marcher jusqu'à l'autre bout du parking pour monter dans la voiture ou même si mon chéri approchait la voiture de faire les pas nécessaires pour aller jusqu'à la voiture. Je me rends bien compte que je ne pourrais même pas rester assise dans la voiture parce que c'est trop douloureux d'être assise et donc là je dis à mon chéri il faut qu'on appelle les pompiers. Il faut que les pompiers viennent me chercher. Et donc là il était en panique, il les appelle, l'ambulance arrive une demi-heure plus tard je dirais. Bon, entre temps je me suis rallongée sur mon canapé, je les ai attendus et donc là ils prennent ma tension, ils me posent des questions, ils déterminent dans quel hôpital on doit aller, bref voilà. Et puis quelques minutes plus tard du coup on est parti, donc ils sont remontés avec un siège, je l'ai aussi en image, je vais essayer de vous le mettre sur la vidéo, avec un siège en fait, avec de chaque côté de quoi tenir le siège et ils m'ont descendu sur ce siège parce que j'étais incapable de toute façon de descendre et ensuite du coup ils m'ont directement mis dans le brancard et direction l'hôpital et donc j'ai été pris en charge à peu près 1 heure après. Donc du coup je suis prise en charge, je tombe sur un monsieur extrêmement blasé quand il est arrivé et donc déjà je me suis dit je sais que j'ai besoin d'être hospitalisée mais je sais aussi que lui ne va pas m'hospitaliser et ça n'a pas raté. Il m'a fait une échographie et il m'a simplement dit oui bah vous avez de l'acide dans le ventre, vous avez de l'eau, c'est normal, vous faites une hyperstimulation, vous allez rentrer chez vous, je vais vous prescrire de l'acupan et vous allez vous reposer. Moi j'avais envie de pleurer parce que je savais que là mon état il était beaucoup trop critique pour que ce soit normal même sur une hyperstimulation et qu'il fallait vraiment que je sois hospitalisée parce que je me suis dit je suis en train de mourir. Littéralement pour moi j'étais en train de mourir, je perdais toutes les facultés de mon corps, j'étais en train de mourir. Et donc je rentre chez moi, on va chercher de l'acupan, ce truc est absolument dégueulasse au passage donc en plus j'en ai pas pris de toute façon, j'en ai pris une fois et ça ne m'a absolument pas soulagée. L'acupan je crois que c'est juste en dessous de la morphine quand même, ça ne m'a rien fait donc j'ai arrêté d'en prendre puisque de toute façon c'est dégueu et ça ne fait aucun effet donc voilà. Et mon état a continué de s'empirer encore, je sais même pas comment c'est possible que mon état, mais vraiment ça s'empirait chaque jour. Et donc là mon chéri me dit écoute je te ramène aux urgences parce que c'est plus possible. En fait je me retrouvais par terre juste là à côté à hurler de douleur et à supplier que ça s'arrête. Je sais pas à qui je parlais mais j'étais dans un tel état et je vous jure chaque cellule de mon corps était tellement douloureux, c'était... franchement j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour vous expliquer à quel point ça a été douloureux. Je pensais pas vivre ça dans ma vie et vraiment il n'y a pas une partie de mon corps qui n'était pas douloureuse. Donc je pleurais, je hurlais, je suppliais et là mon chéri il en pouvait plus de me voir comme ça donc il m'a dit je t'emmène à l'hôpital. Donc il voulait évidemment rappeler une ambulance mais vu que la dernière fois on m'avait pas prise au sérieux du tout, moi je me suis dit c'est pas possible, je dois vraiment être une chochotte. Si l'état dans lequel je me sens on me dit qu'il y a rien, que c'est normal et qu'on me ramène chez moi, la honte de faire venir une ambulance encore une fois pour au final qu'on me renvoie chez moi. Donc bon déjà j'y suis pas allée de gaieté de cœur parce que je me suis dit on va encore me renvoyer chez moi et en plus de ça la honte si j'y vais encore en brancard alors que pour eux c'est rien de grave. Donc j'ai pris le peu de force que j'avais et franchement je ne sais même pas comment j'ai fait, je vous assure je sais pas du tout où j'ai trouvé le courage et la force de le faire mais mon chéri m'a grandement aidé évidemment, on a pris le temps de descendre les escaliers, je l'ai attendu, il a avancé la voiture, il est venu me chercher, m'a mis dans la voiture, le trajet a été d'une douleur absolument insupportable. On arrive aux urgences, évidemment je dois rester assise dans les sièges, le truc hyper douloureux, que je vous le rappelle il n'y a qu'une seule position dans laquelle j'étais bien, c'était allongée sur le côté, bien que je commençais à en avoir mal, ça faisait plus d'une semaine et demie, 2 semaines je crois que j'étais dans cette position, donc je m'en réveillais la nuit, tellement j'étais, tout ce côté était endolori en fait à force d'être allongée dessus, donc bref j'en pouvais plus. On finit par passer, et là cette fois on tombe sur un gynécologue qui... Alléluia, a compris. Donc en plus pour la première fois aux urgences du coup mon chéri a pu m'accompagner, j'étais vraiment pas bien donc on me fout dans un fauteuil roulant, on me fait les prises de sang et on m'emmène pour le coup même pas dans un box, on m'emmène directement voir le gynéco de garde et donc on attend quelques minutes le gynéco de garde devant son bureau, donc de là il arrive avec le fauteuil roulant, il m'emmène directement sur la table d'auscultation et donc il me fait faire l'échographie et donc en fait pendant qu'il était en train de faire l'écho du coup il me fait ah oui, ah ouais ok. Bon alors là je vous explique, vous avez environ 2,5 litres d'eau
dans le ventre. Donc là, vous faites une hyperstimulation, mais à un stade grave. Donc je vous avoue que moi, je n'ai jamais été confrontée à ce cas dans toute ma carrière. C'est un homme qui avait quand même, je dirais 40-45 ans. Je n'ai jamais été confrontée à ce cas de toute ma carrière, donc je ne connais pas le protocole à suivre, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais qu'il y a un protocole à suivre effectivement, donc je vais aller regarder dans nos fichiers et je reviens vers vous. Donc il me ramène à son bureau avec mon fauteuil roulant, mon chéri à côté, on attend quelques minutes, il cherche et là d'un coup donc il me dit ok, alors là il va falloir que je vous hospitalise en urgence, vous allez monter tout de suite dans une chambre. Et de là, j'ai enfin été hospitalisée. Vous pouvez pas savoir le soulagement que ça a été pour moi. Pourtant, c'est pas agréable d'être hospitalisée, hein. Surtout que on m'a clairement dit très rapidement en fait qu'on ne savait pas du tout quand est-ce que j'allais sortir. Ils en avaient aucune idée. Ça pouvait durer plusieurs semaines, genre quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Ils savaient pas du tout, donc et pour autant j'étais extrêmement soulagée parce que je savais que chez moi, en fait clairement je me disais je vais mourir si je reste chez moi. Là je vais recevoir des soins, si besoin j'ai des infirmières 24/24 et puis voilà, peut-être qu'en intraveineuse les médicaments feront plus d'effet parce que du coup tous les médicaments que je prenais par voie orale ne faisaient aucun effet, ne me soulageaient en aucun cas. Donc là je me disais on va peut-être me donner quelque chose de plus fort pour me soulager, enfin on va trouver une solution quoi. Donc j'étais extrêmement soulagée, mais j'étais quand même aussi très inquiète parce que du coup les 2 premières nuits, je vous assure, à l'hôpital, mon état était tellement grave, j'avais tellement mal, j'avais tellement perdu toutes mes capacités, toutes mes facultés. Donc vraiment les 2 premières nuits, je me disais si je ferme les yeux, si je m'endors, probablement je ne me réveillerai jamais. Et du coup, les 2 premières nuits, j'ai quasiment pas dormi parce qu'en fait à chaque fois que je m'endormais, que je tombais de fatigue parce que j'étais évidemment épuisée, je me réveillais en sursaut en fait. Et ça a été ça les 2 premières nuits. Donc j'étais encore plus fatiguée. Mais le point positif, c'est que donc mon état continuait de s'aggraver, ça c'est pas le point positif, mais au moins j'avais une perf et les médicaments qui passaient par la perf me faisaient un petit peu d'effet, ça me soulageait un petit peu, donc c'était déjà ça, même si mon état continuait d'empirer. C'était à un point du coup où bon, là à l'hôpital pour le coup je pouvais prendre une douche, mais avec mon copain, c'est-à-dire que en fait c'était mon chéri qui venait tous les jours, qui me sortait du lit, qui me levait, qui me transportait en fait jusqu'à la salle de bain. Moi je m'accrochais comme je pouvais et on avait allez 5 minutes top chrono grand max. Et je suis gentille avant de m'effondrer, avant que mes jambes ne me lâchent. Et donc du coup bah voilà, c'était lui qui devait me passer l'eau, qui devait me savonner tout le corps, les cheveux. Puis bah du coup bah en sortie de douche, c'est lui qui me brossait les cheveux, qui me faisait des tresses pour pas que je sois trop embêtée. Donc je vous assure, on s'attend pas du tout à vivre ça à 25 ans. Soit ça détruit le couple, soit ça le renforce. Dans notre cas ça l'a renforcé. Je suis extrêmement reconnaissante, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai débordé d'amour pour cet homme et encore plus à ce moment-là parce qu'il a vraiment été d'un grand soutien pour moi, psychologique, physique, enfin c'est vraiment particulier comme situation, ça m'émeut beaucoup quand j'en parle, mais vraiment je le remercierai jamais assez pour ça parce que j'avais même pas à me préoccuper de quoi que ce soit, de mon physique, de ouais mais il me voit dans cet état, j'étais déjà de toute façon j'étais juste en mode survie et puis lui il était tellement d'une bienveillance et d'un réconfort et d'un soutien sur tous les plans, enfin heureusement qu'il a été là. Vraiment sincèrement, heureusement qu'il a été là. Et donc voilà, mon état a continué de s'empirer. Ma gynécologue est venue me voir. Elle m'a expliqué effectivement je faisais une forme grave d'hyperstimulation qui n'arrivait jamais. Encore une fois, elle m'a dit ça n'arrive que dans 1% des cas. Donc c'est pour ça qu'en fait les médecins sont très mal renseignés à ce sujet. C'est pour ça que j'ai eu une mauvaise prise en charge en premier lieu parce qu'ils ne savent pas du tout reconnaître les symptômes, ils savent pas du tout ce que c'est. Donc voilà. Mais du coup elle m'expliquait qu'en fait dans une hyperstimulation classique, on va dire que pendant 2-3 jours, enfin l'état empire, voilà, ça se dégrade et le corps voilà réagit très mal, mais que très vite on arrive sur un plateau et qu'ensuite on repasse sur une phase ascendante où le corps commence à récupérer, mais que ça se fait en quelques jours et en beaucoup moins douloureux. Sauf que moi elle m'a expliqué que dans mon cas malheureusement mon état n'a cessé de se dégrader de jour en jour et que le plateau n'était toujours pas là, même à l'hôpital. On n'avait toujours pas atteint ce plateau, vous savez, d'un jour ou deux, ça arrive, hein, même quand on a un rhume par exemple, où là ça se stabilise, ça arrête d'empirer, ça se stabilise pour ensuite repartir. On n'avait toujours pas atteint ce plateau au bout de 2-3 jours d'hospitalisation. Et puis un jour, je crois que ça faisait peut-être 4 jours là que j'étais à l'hôpital, je refais du coup une autre échographie, donc tous les matins à l'hôpital on venait mesurer mon ventre, on me pesait, on me faisait des prises de sang, voilà, pour suivre un petit peu l'évolution de mon état, voir si ça s'aggravait, si ça s'améliorait, voilà. Il n'y a pas eu d'amélioration pendant 4 jours, ça n'a fait que s'aggraver, jusqu'au jour où du coup j'ai fait une échographie, et où là, l'échographiste qui pour moi m'a sauvé la vie, en fait a vu que j'avais donc déjà a vu mon état, il a vu que j'avais vraiment énormément d'eau, d'acide dans le ventre, et de là il s'est dit
ce que la plupart des médecins ne s'étaient pas dit, alors qu'en soi ça fait partie de l'hyperstimulation. Il s'est dit qu'il irait quand même bien voir ce qui se passait du côté des poumons, sachant que non seulement c'est assez courant de retrouver de l'eau dans les poumons dans ce genre de cas, mais qu'en plus j'avais signalé que je ne me sentais pas du tout bien au niveau des poumons, j'avais quand même des difficultés à respirer et à parler, je le rappelle. Ça n'avait pas du tout été pris en compte, et lui, sans même que je lui dise rien parce que j'étais dépitée et je parlais plus, je ne disais plus rien, je savais que c'était jamais écouté, donc voilà. Il m'a dit que il irait quand même bien voir ce qui se passait du côté des poumons, mais que comme voilà, il savait pas du tout interpréter les résultats, il allait appeler un de ses confrères pneumologues, donc il arrive avec un pneumologue, donc tous les deux regardent un petit peu ce qui se passe au niveau de mes poumons, je les entends échanger, j'entends le pneumologue expliquer à l'échographiste comment un petit peu interpréter, j'entends surtout le pneumologue faire des bruits genre oh, ah oui, quand même, ah oui, donc moi évidemment je n'étais pas du tout rassurée d'entendre ça, hein. Pour moi j'étais à l'article de la mort, donc entendre ça c'est pas terrible. Et de là donc il pose la machine, enfin il pose le truc, il contourne du coup le siège, enfin le lit, la table, ils se mettent tous les deux face à moi, les bras croisés comme ça côte à côte, avec un regard, mais je vous jure, un regard de pitié, de désolation, et je me suis dit mais ok, qu'est-ce qu'ils vont m'annoncer en fait, je suis pas folle, je vais vraiment mourir. Ils vont me dire que là c'est trop tard, qu'on peut pas me récupérer, je vais mourir, ou alors je vais avoir de graves séquelles. Et en fait non, mais voilà, j'ai stressé de fou, mais en fait ils m'ont simplement dit ce que vous vivez, ça doit être extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Ça doit vraiment pas être facile. Et du coup là je me suis effondrée. J'ai confirmé que oui, et je me suis effondrée parce que c'est la première fois qu'un médecin, enfin hormis ma gynécologue, mais qui n'avait pas utilisé ces termes-là, qu'un médecin reconnaissait à quel point je souffrais. Ça m'a fait énormément de bien. Et après ça, donc le pneumologue part et l'échographiste me dit qu'il allait du coup, en fait il y avait tout un dossier du coup autour de mon cas, il y a un truc, c'est un dossier carrément qui passait en commission avec plusieurs spécialistes et il m'a dit qu'il allait indiquer dans le dossier qu'il recommandait aux médecins de me mettre sous diurétique pour aider l'eau à s'éliminer. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi il a fallu attendre ça, pourquoi il a fallu que l'échographiste le recommande, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, parce que clairement c'est ça qui m'a aidée. C'est-à-dire que le lendemain matin, j'avais mon comprimé de diurétique et dès le lendemain, mon état s'est amélioré. C'est-à-dire que l'eau s'évacue. J'allais tout le temps aux toilettes par contre, hein. Mais au moins l'eau s'est évacuée, mon ventre diminuait à vue d'œil, mes symptômes, tout ce qui était douloureux et tous les symptômes que j'avais diminuaient, disparaissaient au fur et à mesure. Et c'est comme ça, et grâce à ça, que j'ai récupéré mon corps et que j'ai récupéré ma vie, vraiment. Donc je suis extrêmement reconnaissante envers cet échographiste qui continue de me suivre d'ailleurs pour cette grossesse. Donc je suis trop contente que ce soit lui. Et par contre je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, sachant que c'est vraiment ça qui m'a aidée. Donc voilà un petit peu pour cette partie de l'histoire qui est très longue et qui va faire je pense du coup une vidéo très longue, et surtout une partie de ma vie et de notre vie de couple aussi qui a été extrêmement compliquée. Encore une fois on s'attend pas à vivre ça dans sa vie à 25 ans, se retrouver dans cet état là alors que en premier lieu on est en parfaite santé, en fait il n'y a pas de problème a priori. Donc voilà, ça a été vraiment extrêmement difficile comme période. Ajoutez à ça que derrière du coup je rentre de l'hôpital et je perds mon emploi, enfin mon contrat. Mais oui, mon emploi du coup. Ça a été une période extrêmement difficile. Donc à partir de là, de toute façon, on pouvait pas continuer le parcours parce qu'en fait, logiquement, quand on fait une ponction ovarienne, 5 jours après, on a le transfert des embryons, enfin un des embryons qu'on a obtenu. Et dans mon cas, ça n'a pas pu être fait parce que mon état était beaucoup trop préoccupant. Mon corps ne pouvait pas du tout supporter en fait un transfert. On avait peur que mon corps réagisse de manière encore pire. Donc du coup, pas de transfert. Et au mois d'août, de toute façon, tout ce qui touchait au parcours PMA, tous les professionnels de parcours PMA étaient tous en vacances, ils prennent tous à chaque fois le mois de décembre et le mois d'août en vacances. Donc il y avait personne au mois d'août et de toute façon la gynéco m'avait dit que même si jamais il y avait eu du monde, il était absolument hors de question de reprendre le parcours, il fallait d'abord que mon corps se remette, et un mois entier franchement c'était pas trop parce que je me suis remise pleinement un mois et demi plus tard. Donc on s'est laissé le mois d'août tranquille, on est parti en vacances avec ma belle famille, on s'est échangé les idées, ça nous a fait énormément de bien. Notre famille, à partir de mon hospitalisation évidemment, elle a été au courant. Donc dans ma belle famille, tout le monde à part les grands-mères était au courant, tous les oncles et tantes de mon chéri, les parents de mon chéri, ma belle-sœur, mon beau-frère, tout le monde était au courant. Dans ma famille, je l'ai simplement dit à mes parents et à ma petite sœur, mais sinon on n'en avait jamais parlé. Donc ça faisait 2 ans qu'on était en parcours, on n'en avait jamais parlé jusqu'à l'hôpital, parce qu'en plus de ça, il faut savoir que moi du coup j'ai fait mes 25 ans à l'hôpital, le jour de mes 25 ans à l'hôpital, et le lendemain de mes 25 ans à la base, ça aurait dû être mon anniversaire surprise que mon chéri m'avait organisé avec ma meilleure amie. Et du coup, vu que j'ai été à l'hôpital, mon chéri a dû me dire que à la base il y avait un anniversaire surprise, mais que ça allait être décalé, et que c'était pour ça qu'il aimerait en parler à nos proches. Bref, c'était vraiment une galère pour lui aussi côté organisation, et je pense qu'il en pouvait plus, qu'il était extrêmement fatigué de tout ça. Donc du coup, il m'a suggéré et j'ai accepté qu'on en parle à nos proches. Donc on en a parlé à nos proches. Le mois d'août se passe, on essaye de mettre tout ça de côté, de reprendre un petit peu notre vie. Moi à ce moment-là, si vous voulez, je suis juste extrêmement reconnaissante de toujours être vivante et de récupérer mon corps. On se laisse le mois de septembre aussi parce que du coup mon anniversaire surprise
surprise qui n'était plus surprise a été décalée fin septembre, donc moi je voulais quand même pouvoir en profiter. Je me suis dit j'ai assez morflé, j'ai besoin d'une pause, on se laisse le mois de septembre. Et ensuite le temps d'avoir de nouveau un rendez-vous avec la gynéco et du coup d'attendre le début d'un cycle pour recommencer un traitement. On arrive du coup début novembre et début novembre je reprends un traitement beaucoup plus léger parce que là de toute façon on a récupéré ce qu'il fallait en termes d'ovocytes de mon côté aussi. Là on avait nos embryons d'ailleurs, hein, j'ai zappé toute cette partie mais on avait nos embryons, voilà, on avait ce qu'il fallait et maintenant il fallait que mon corps soit de nouveau apte à recevoir en fait cet embryon. Donc quand c'est comme ça il faut que les taux d'œstrogène et de progestérone soient bons, au bon taux et que l'endomètre soit suffisamment épaisse, donc il faut qu'elle soit épaisse entre 7 et 12 mm pour que l'embryon puisse s'implanter en fait. Et donc du coup voilà l'objectif de ces traitements, donc j'étais sous œstrogène et progestérone pour faire monter ces taux et permettre aussi du coup à l'endomètre de s'épaissir. Et donc j'ai été quelques semaines sous ce traitement, donc là c'était des pilules, pas des injections, donc beaucoup plus simple. Donc j'étais quand même à 13 pilules par jour pendant plusieurs mois après parce que on doit aussi continuer le traitement pendant tout le long du premier trimestre, bref. Et donc nous arrivons finalement début décembre, on fait le transfert 10 jours après la prise de sang qui est positive et bah voilà, du coup j'ai su le 16 décembre 2024 que j'étais enceinte. Donc juste avant Noël, j'ai pu faire la surprise, enfin une petite surprise, un petit truc quand même à mon chéri. Donc voilà, ça a été un super moment. Ça a été très stressant pendant les fêtes parce que du coup c'était le tout début, j'avais peur que ça tienne pas parce que c'était limite trop beau en fait, avec tout ce qu'on avait vécu, c'était limite trop beau que d'un coup tout aille bien, que les taux augmentent parfaitement bien, ça semble s'accrocher, voilà. J'avais trop peur, donc c'est vrai que les fêtes ont été très stressantes, puis en plus de ça il faut commencer à s'habituer à un autre régime alimentaire entre guillemets parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas manger et ça juste avant les fêtes de Noël, donc autant vous dire qu'à Noël j'ai pas mangé grand chose. On était évidemment les plus heureux et en même temps on était stressés, voilà, je sais que mon chéri par exemple c'est pas qu'il a eu du mal mais il s'est vraiment interdit de trop se projeter les 3 premiers mois, même moi j'évitais de lui en parler parce que je voyais que pour lui c'était un peu difficile en fait, voilà, il voulait pas se faire trop de joie et en fait connaître un ascenseur émotionnel comme en fait on avait déjà connu du coup tout au long de notre parcours, même si voilà dans notre malheur on est extrêmement reconnaissant et on sait qu'on est très chanceux que ça ait pris du premier coup, mais c'est malheureusement pas le cas de tout le monde, ça peut être plus long pour certaines personnes encore, mais voilà c'est vrai qu'après nous on a quand même particulièrement morflé hein. Mais voilà, en tout cas du coup pour finir sur cette partie PMA, ce que je peux vous dire c'est que en fait l'annonce d'une grossesse après un parcours aussi long et aussi chaotique que ce qu'on a connu, c'est pas du tout ce à quoi on peut s'attendre en fait, c'est pas juste une immense explosion de joie et de soulagement, c'est en fait la continuité, mais c'est stressant du coup toujours, c'est-à-dire qu'on est extrêmement content, extrêmement reconnaissant évidemment, mais on est toujours aussi très angoissé parce qu'on a très peur de le perdre, on a très peur que ça marche pas, on a très peur qu'il y ait un problème. Donc les 3 premiers mois jusqu'à la T1 franchement ils sont extrêmement difficiles quand même, moi j'ai été extrêmement stressée, mon chéri je vous dis en plus il s'interdisait de trop se projeter donc vraiment c'était pas évident, il a vraiment fallu qu'on attende la T1 pour souffler. En plus entre temps on a eu des petites frayeurs, je vais vous raconter ça du coup dans la deuxième partie, je vais essayer de faire bref parce que cette vidéo commence à être extrêmement longue, je vais avoir beaucoup de montage à faire et puis même pour vous ça va être peut-être un peu trop long, mais voilà, tout ça pour dire que on était extrêmement heureux, mais je pense qu'on n'a pas vécu non plus cette annonce et ce début de grossesse comme on peut s'y attendre après un parcours comme ça, et je pense que beaucoup de couples le vivent de la même façon que nous, c'est à dire qu'on est content, on est reconnaissant, mais en même temps on est très angoissé, du coup on est dans un mood vraiment particulier quoi. Et pour finir là-dessus, je pense qu'on se rend vraiment pas compte d'à quel point un parcours PMA c'est extrêmement difficile en tout point, je vous jure en tout point. Donc si vous-même vous êtes confronté à un parcours comme ça, sachez que la meilleure chose à faire en fait c'est de gérer les choses comme vous l'entendez, c'est à dire que si vous avez besoin d'en parler, parlez-en. Si vous avez au contraire besoin de vous renfermer, ne culpabilisez pas parce que vous vous renfermez, parce que vous prenez du temps pour vous. Moi c'est ce que j'ai fait, enfin mon chéri et moi c'est ce qu'on a fait, on s'est beaucoup renfermé, je sais pas si c'est recommandé et si je vous le recommanderais, en tout cas ça a été notre façon de gérer les choses, de n'en parler à personne. Ça a été beaucoup plus simple pour nous parce que ça nous a évité tout un tas de questions, on savait très bien que si on parlait de notre parcours, à chaque fois qu'on allait voir des amis ou de la famille on allait nous poser la question alors vous en êtes où, comment vous vous sentez, machin, et nous on n'avait pas envie d'en parler parce que c'est déjà suffisamment dur de se remettre tout ça en tête à chaque rendez-vous médicaux. Si en plus à chaque fois qu'on voit du monde on est obligé d'en parler parce qu'on nous pose trop de questions, c'était ingérable pour nous. Et ça sincèrement si c'était à refaire je referais exactement de la même façon, je n'en parlerai à personne. Et d'ailleurs le fait d'en avoir parlé à nos proches parce que j'ai été hospitalisée, je l'ai très mal vécu parce que j'étais vraiment bien avec ça pour moi, pour nous, sans en parler autour. Mais du coup voilà, je pense que la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous c'est juste de penser à vous en priorité
priorité, de ne pas culpabiliser, de ne pas trop vous soucier de ce que vont penser les autres. Faites ce qui est le mieux pour vous. Et si vous avez un entourage sain, de qualité, peu importe, ils comprendront. Moi je suis extrêmement reconnaissante, notamment par exemple pour mes copines de qui je m'étais fortement éloignée depuis 2 ans. Je donnais plus de nouvelles quasiment, je n'en prenais plus non plus, je faisais pas du tout d'efforts parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi, parce qu'il y avait aussi des bébés dans ce groupe d'amis et même si j'étais très heureuse, c'était aussi beaucoup trop douloureux pour moi à voir, à entendre, à côtoyer en fait. Du coup je me suis renfermée et j'ai annoncé ce week-end là à mes copines ma grossesse. Elles ont sauté de joie et quand je leur ai expliqué le parcours, elles ont été extrêmement compréhensives et du coup elles ont compris pourquoi je m'étais renfermée sur moi. Il n'y a aucune rancœur de leur côté, rien, elles sont juste extrêmement bienveillantes, présentes et très heureuses pour mon chéri et moi. Donc si vous êtes bien entouré, votre entourage comprendra. Donc vraiment la priorité en PMA, je vous jure, pour ne pas sombrer, c'est vous. C'est un parcours assez difficile comme ça, donc vraiment recentrez-vous, sur votre couple. Pensez à vous, faites ce qui vous fait du bien. Et si jamais vous connaissez une personne, un couple qui est dans un parcours PMA, s'il vous plaît, vraiment soyez bienveillants, soyez indulgents, soyez présents et juste respectez les demandes de ces personnes. Si par exemple ces personnes ont besoin de se recentrer sur elles, ne forcez pas et laissez-les tranquilles. Si ces personnes refusent d'en parler, ne forcez pas, ne leur en parlez pas. Juste soyez présents, soyez bienveillants, soyez indulgents, c'est hyper important. Je pense que je vais faire 2 parties pour cette vidéo. Je vais faire 2 vidéos différentes parce que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager, enfin surtout cette première partie. La deuxième partie et la troisième seront quand même un peu plus courts, mais du coup je me dis que tout dire en une seule vidéo c'est pas possible, donc j'espère que ça vous dérangera pas et que ça vous plaira quand même. Mais je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, c'était pas du tout prévu, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps de tout vous raconter, mais pour moi c'était vraiment important de vous expliquer. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici et je vous expliquerai la suite dans une prochaine. En attendant, si justement vous voulez avoir la suite de l'histoire et que vous voulez avoir voilà un petit peu de contenu lifestyle, bien-être et du coup un petit peu de contenu grossesse, bébé, etc. Tout ne sera pas tourné autour de ça parce que mon contenu principal c'est vraiment genre le lifestyle, le bien-être, l'épanouissement de soi. Mais évidemment maintenant dans mon lifestyle il y a un petit bébé qui va arriver, qui est en route, donc forcément que ça en fait partie, donc j'en parlerai. Bref, si vous voulez tout ça, tous ces contenus, n'hésitez pas à me rejoindre sur toutes mes plateformes, à vous abonner à cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et que la prochaine vous plaira. Je vous fais plein de bisous et je vous dis du coup à très vite parce que je pense que la deuxième partie sortira dans les prochains jours. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine pendant quelques temps, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.